Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café même pendant les fêtes de Noël et d'ailleurs à nouveau petit changement de décor mais bon c'est juste un autre point de vue et l'idée c'est que l'on se retrouve tous les jours à partir de 7h pour en condenser des infos à retenir et aujourd'hui il sera question d'Android, du départ de quelqu'un d'important de chez Twitter, des assistants de code et bien d'autres choses. Mais avant de commencer, deux petites choses, n'oubliez pas de partager l'émission autour de vous car ça aidera à la faire découvrir au plus grand nombre. Et aussi, deuxième chose, n'oubliez pas le petit like, car là pour le coup ça me fait toujours super plaisir. Et deuxième info, le 22 décembre d'une certaine année, c'était les premières guirlandes électriques, qui étaient composées d'ampoules rouges, blanches et bleues, alors qu'avant, c'était la bougie. Et avec un sapin à côté, pas sûr que ça faisait très très bon ménage. Mais je vous ai pas donné l'année, alors est-ce que vous avez une idée de quand la première guirlande a été conçue ? Je vous laisse un peu de suspense et je vous donnerai la réponse à la fin de l'émission. Et du coup, on enchaîne avec les infos de cette année 2022. Pour toute cette première partie, on va évoquer des sujets autour d'Android, et pour commencer, peut-être que vous comptez profiter de Noël pour offrir un smartphone ou une tablette à des enfants, et le Google Play a un système qui est plutôt bien fait de gestion parentale. Alors pour ce qui est des applications payantes et des achats in-app, ça fonctionne avec un moyen de paiement familial. Alors si les enfants ont moins de 13 ans, c'est forcément aux parents de valider, sinon le paiement ne nécessite pas d'approbation directe, mais par contre les parents peuvent quand même avoir un suivi des dépenses. Et malgré le fait que nous soyons dans cette période un peu plus calme, Google en a profité pour présenter un nouvel outil pour les familles, les Purchase Requests, c'est-à-dire les demandes d'achat en bon français. Alors si toutefois la famille n'a pas de moyens de paiement partagés, les enfants peuvent tout de même en faire la demande. Dans ce cas, ce sera sur les moyens propres du validateur comme son compte PayPal, les cartes bleues ou encore les cartes cadeaux. Alors bon, c'est pas mon cas, mais j'imagine qu'étonnamment les enfants vont tout à coup se mettre à être sages, ce que vous pensez pas ? En tout cas, quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il n'y aura rien besoin de faire. Pourquoi ? Parce que tout est géré par les Play Services. On poursuit en rentrant un peu plus dans le dur avec Ktor qui permet facilement de créer des backends en Kotlin, mais c'est un peu comme ServerPod dont je vous ai parlé hier puisqu'il génère à la fois la partie serveur mais aussi tout le nécessaire pour la partie cliente. Et vendredi dernier, JetBrains qui est aux manettes du projet a présenté la roadmap pour 2023. Alors l'idée c'est de sortir la version 3.0 qui, comme son nom le laisse présager, ça pourra contenir quelques breaking changes. Concrètement, l'idée c'est de simplifier la création d'un projet tout en réduisant la quantité de code nécessaire, mais aussi fournir une toute nouvelle API de routing. Il y aura ensuite tout un tas de nouveautés et de corrections de bugs, et comme d'habitude, je vous laisse aller à l'article si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et toujours en Kotlin, si vous n'aviez pas vu la roadmap du langage pour 2023, les 4 priorités sont l'arrivée du nouveau compilateur K2 qui sera bien évidemment plus rapide, et aussi les IDE seront mis à jour pour en profiter comme pour IntelliJ ou encore Android Studio. Il y aura également des améliorations pour les outils permettant de concevoir des bibliothèques, et la dernière priorité, mais je vous en avais déjà parlé, c'est l'arrivée en version stable de Kotlin multiplateforme mobile. Et dernier sujet un peu plus complexe où vous êtes probablement comme moi et vous n'avez jamais entendu parler de TrustCore, qui est une autorité émettant les certificats racines sur le web. Mais un article du Washington Post a mis le feu aux poudres il y a quelques semaines car il travaillerait avec une entreprise de spyware. De ce fait, Google, Microsoft et Mozilla ont annoncé ne plus utiliser les certificats de TrustCore dans leurs différents produits. Et pour ce qui est de Google, Android pose un tout petit peu problème car il n'est pas possible de mettre à jour ces certificats sans devoir mettre à jour tout l'OS. Alors les probabilités que de tels événements arrivent sont relativement faibles, mais comme on dit, il faut jamais dire jamais. Du coup, sur Android 14, et selon des infos de notre Michal préféré, il sera désormais possible de mettre à jour ces certificats via le système de modules du project Mainline, c'est-à-dire avec des mises à jour via les Play Services. A noter que selon les navigateurs, le cas peut déjà être géré, notamment pour Firefox sur Android qui utilise son propre root store. Mais sur Chrome, ce n'est le cas que sur Windows et macOS. Mais vous allez peut-être me dire qu'il est déjà possible d'installer vos propres certificats sur Android, mais en réalité il s'agit de certificats utilisateurs et non pas de ceux disponibles pour le système dans sa globalité. Bref, avec un peu de chance, TrustCore ne va rien faire de mal, mais dans tous les cas Google prend la mesure des choses et c'est plutôt bon pour la sécurité des utilisateurs. Et maintenant on fait notre petite pause quotidienne pour arrêter la partie Android avec les infos en bref. iOS 16.2 est sorti début décembre et Apple vient d'annoncer que si vous signez des applications avec iOS 16.1, les applications seront désormais refusées. Pensez donc à bien faire la migration, mais elle ne devrait pas vraiment poser de problème puisqu'il n'y a pas de gros changements pour nous sur iOS 16.2.
On poursuit avec une page qui se tourne pour Samsung puisque la dernière version des Galaxy Note est sortie en 2020 avec les Note 20 et 20 Ultra, car l'entreprise a préféré se réorienter vers les écrans pliables. Et même si le support des mises à jour a plutôt été bon, avec un passage d'Android 10 à 13, le téléphone ne verra jamais Android 14. Les mises à jour de sécurité se poursuivront, mais rien de plus. C'est donc une page de l'industrie qui se tourne. Côté Google maintenant, passé un temps, la mode était à créer des applications pour les assistants vocaux, mais le manque de découvrabilité était un gros frein. À tel point que Google avait annoncé en juin que les applications et jeux tiers ne seront plus proposés à partir de 2023. Du côté de chez Todoist, une célèbre application de notes, l'intégration sera stoppée fin janvier et seules des interactions vocales sur Android seront maintenues. Après le boom de ChatGPT, il m'est quasiment inutile de vous présenter OpenAI, la société à l'origine de cette IA. Et l'entreprise américaine va mettre en open source PointE, qui est un système de machine learning capable de créer des objets en 3D à partir d'un prompt. Toutefois, ce n'est pas un vrai objet 3D qui sera généré, mais plutôt un énorme nuage de points qui, une fois accumulés, représenteront une forme en 3 dimensions. Si vous utilisez Vercel pour déployer des sites ou applications web, il est désormais possible de commenter des déploiements dans le cadre d'équipes. Concrètement, les Preview Deployments sont des sites facilement partageables par une URL et permettant surtout d'annoter le contenu à la sauce Google Doc ou Figma. Pour le moment, tous les comptes Pro et Enterprise y ont accès gratuitement. Et pour finir, côté Raspberry Pi, la fondation a annoncé que la production devrait peu à peu s'améliorer pour les cartes existantes et en finir avec les tarifs exorbitants pratiqués par ce que l'on appelle les scalpers. Pour ce qui est des nouveaux produits et notamment le Raspberry Pi 5, il faudra se montrer patient puisqu'il ne sortira pas avant 2024. Le président de la fondation Raspberry indique que 2023 sera uniquement une année de reprise. Pour rappel, le Raspberry Pi 4 avait été annoncé en 2019. On reprend avec une actu autour de la Coupe du Monde de foot qui vient de se terminer. Alors en toute logique, les applications de streaming, que ce soit aux États-Unis et en Europe, mais aussi sur le Google Play et l'App Store, ont été en forte augmentation. Alors en cumulant les différents chiffres, ce sont 20 millions de premiers téléchargements qui ont eu lieu pour les applications de streaming de type over the top, alors c'est-à-dire les services qui sont indépendants des opérateurs, pas comme OBS avec Orange par exemple. Du coup, en gros, ce sont tous les Netflix, Amazon Prime Video et consorts. En toute logique, ces 20 millions sont presque 2 fois supérieurs sur la même période avant le tournoi, et en Europe, la progression est beaucoup plus forte puisqu'elle est de l'ordre de 3 fois. Comme quoi, même si TF1 a réalisé sa plus forte audience historique avec 24 millions et 81% de part d'audience, ils ont quand même un peu de soucis à se faire. On continue avec le hacker George Hotz, plus connu sous le nom de GeoHot, et il y a bien quelques années, il s'était fait connaître pour avoir jailbreaké les premières versions d'iOS et même la PS3, et d'ailleurs, je vous avais posé une question sur le jailbreak la semaine dernière, dont je vous affiche en ce moment les résultats. Mais pour en revenir à GeoHot, il avait annoncé abandonner le hacking pour travailler chez Facebook, puis Google, et a ensuite passé un bon moment sur un projet de véhicule autonome depuis 2015, mais qui ne semble pas s'être vraiment concrétisé, même en 2022. Et lorsqu'Elon Musk est arrivé à la tête de Twitter, il s'est dit que ça pourrait être une nouvelle opportunité pour lui, à tel point qu'il s'était donné 3 mois pour y travailler sous une forme un peu bizarre, qui est un peu un stage, voire de freelancing, mais finalement ça n'aura pas tenu très longtemps, puisqu'hier GeoHot a annoncé qu'il quittait l'aventure uniquement 6 semaines après son arrivée. Dans son tweet, il indique avoir apprécié l'opportunité, mais il ne pensait pas avoir un réel impact dans l'entreprise, et il préfère retourner au codage sur son GitHub. Mais bon, en se mettant à sa place, avec tous les revirements de pensée d'Elon Musk, il est clair que ça doit pas être simple de suivre la cadence tous les jours. Et enfin, cette année 2022 a marqué l'arrivée de l'IA dans de nombreux domaines, y compris celui de l'assistance au codage, avec des solutions comme GitHub Copilot, Amazon Code Whisperer ou encore Facebook Encoder. Et je vous avais relayé un article de GitHub disant à quel point les développeurs étaient satisfaits des résultats, et honnêtement, pour l'utiliser, c'est aussi mon cas. Mais une étude faite par des chercheurs de l'université de Stanford montre que se reposer sur de l'IA aurait tendance à dégrader la qualité de code car les développeurs seront un peu trompés par les résultats fournis. L'étude explique même que les failles de sécurité sont plus nombreuses dans le code généré en s'appuyant pour cela sur plusieurs études, mais ils ont voulu s'assurer par eux-mêmes que ces résultats étaient bien bons. Alors pour ça, ils ont demandé à des étudiants et des professionnels du secteur de coder 5 algos. Par exemple, il était demandé d'écrire 2 fonctions en Python où l'une chiffre et l'autre déchiffre une chaîne donnée en utilisant une clé symétrique. Alors le groupe ayant utilisé une IA avait 67% de réussite, là où la version pensée par le cerveau bien humain était de 79%.
Je vous laisse aller lire l'étude pour les apprentissages sur les 4 autres questions, mais dans l'ensemble, les chercheurs concluent que les assistants de code doivent être considérés avec prudence, car ils peuvent induire en erreur les développeurs inexpérimentés, et donc créer des failles de sécurité. Et l'article conclut par une situation d'un étudiant qui est plutôt marrante, mais assez révélatrice. C'est comme Stack Overflow, mais en mieux, parce qu'il ne vous dit jamais que votre question était stupide. Allez, je vous laisse du coup sur cette réflexion. Et allez, juste avant de se quitter, on fait aujourd'hui dans le rétro, puisque je vous ai indiqué qu'un projet sur Ulule veut réactiver le réseau des Minitel. Et bon, j'avoue, j'ai craqué, donc il est probable que vous voyez un Minitel fleurir très prochainement dans le décor. Mais plus sérieusement, l'équipe derrière le projet Minimit propose un aperçu d'un service de type 3615 qui est émulé dans le navigateur, et en l'occurrence c'est le 3615 couple parfait. Alors il n'y a rien de sensuel ni de sexuel ici, mais c'est plutôt un jeu de mots où vous devez trouver des couples de 2 lettres dans plusieurs phrases, et l'objectif, bien évidemment, c'est de décoder le message. Rien de très sérieux donc pour aujourd'hui, mais ce genre de jeu c'est toujours sympa, donc si vous avez du temps à tuer, vous savez quoi faire. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir pour ce 22 décembre, et pour répondre à la question que je vous posais au début, c'est en 1882 que la première guirlande fut créée par Edward Johnson, qui était un associé du célèbre Thomas Edison. Voilà, vous pourrez vous la péter en société désormais avec cette info. Allez, sur ce, comme d'habitude, demain on se retrouvera soit pour Dev Café, soit pour un tuto. En tout cas, une chose, elle, qui est bien sûre, je vous souhaite une excellente journée.